Imaginez la scène. Une femme rentre chez elle après un voyage d'affaires de 5 jours, épuisée mais excitée à l'idée de raconter sa réussite. Elle glisse sa clé dans la serrure, mais la porte ne s'ouvre pas. Perplexe, elle essaie encore, en vain. C'est alors qu'un homme sort de l'ombre, un inconnu au visage impassible, qui lui tend une liasse de papier. En lisant les premiers mots, son monde s'effondre, assignation en divorce. À côté de l'inconnu, 2 sacs poubelles contenant toutes ses affaires. Cette femme, c'était la mienne. Sophie. Elle pensait que j'étais le mari stable, prévisible, peut-être même un peu naïf, qui l'attendait sagement à la maison. Elle ignorait qu'en son absence, j'avais découvert la vérité, une vérité si destructrice qu'elle avait transformé l'homme qu'elle connaissait en un architecte de sa propre chute. Comment notre mariage, en apparence si parfait, a-t-il pu imploser de manière aussi brutale et calculée? Et quel terrible secret ai-je découvert pour orchestrer une vengeance aussi froide et méthodique? Je croyais connaître ma femme mieux que quiconque. 6 ans de mariage, 8 ans de vie commune. On pourrait penser que c'est suffisant pour cerner une personne dans ses moindres recoins. J'avais tort. Je m'appelle Alexandre Chevalier. J'ai 30 ans et je suis analyste financier au cabinet financier de Lyon. Le genre de type fiable qui planifie sa retraite à 25 ans et lit les rapports boursiers avec son café du matin. Je suis de ceux qui classent leur tableur par code couleur et qui, étrangement, apprécient la période des déclarations d'impôts. Stable, prévisible, sûr. J'ai rencontré Sophie en 2e année à l'université de Lyon. Elle était tout ce que je n'étais pas, spontanée, ambitieuse, le genre de personne qui parlait de conquérir le monde de l'entreprise quand les autres étudiants essayaient juste de valider leur partiel d'économie. Elle étudiait le marketing et le commerce, et passait déjà son temps à créer son réseau auprès des professeurs, traçant la carte de son ascension vers les sommets. Cette soif de réussite m'a attiré. Pendant que les autres filles parlaient de se trouver, Sophie, elle, parlait de bâtir des empires. Nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans et elle, 23. J'avais économisé agressivement depuis mon premier emploi, vivant dans un studio et conduisant une vieille Honda, mettant de côté le moindre centime pour notre avenir. La maison a été la première étape, une jolie demeure de 3 chambres dans le quartier des Tilleuls. Rien d'extravagant, mais elle était à moi. Mon apport, mon dossier de crédit, mon nom sur l'acte de propriété. Sophie participait aux factures et aux courses, mais la maison a toujours été la mienne. À l'époque, cela semblait romantique, traditionnel, l'homme qui offre une stabilité à sa femme. Je n'aurais jamais pensé que ce détail de propriété aurait un jour une telle importance. Aujourd'hui, il est plus important que tout. Sophie travaille comme directrice marketing chez Innotech France, une entreprise de technologie du centre-ville, avec ses bureaux vitrés et ses affiches de motivation sur la synergie et l'innovation de rupture. Elle est ambitieuse, toujours à la poursuite de la prochaine promotion, du prochain gros contrat, de la prochaine étape de carrière qui prouvera qu'elle est plus qu'un joli visage dans une salle de réunion. J'admirais cette énergie. Elle faisait écho à ma propre obsession pour la sécurité financière, pour la construction de quelque chose de durable. Mais au cours des 6 derniers mois, quelque chose s'était fissuré dans notre mariage, comme un lent mouvement de plaques tectoniques sous la surface. Les heures supplémentaires ont commencé progressivement. 1 heure de plus par-ci, une réunion tardive par-là, jusqu'à ce que Sophie parte à 7 heures du matin pour ne rentrer qu'à 10 heures du soir, épuisée et distante. Elle se traînait jusqu'à l'entrée, jetait ses talons et s'effondrait sur le canapé sans même me regarder. Dure journée? Demandai-je. La pire, marmonnait-elle, déjà en train de faire défiler son téléphone. Le dossier Wilson me tue. Cette promotion va me coûter ma santé mentale. Les voyages d'affaires se sont multipliés à une vitesse vertigineuse. Bordeaux pour 3 jours, Lille pour un week-end, Nice pour une semaine. Toujours à la dernière minute, toujours critique, toujours pour un client qui avait besoin de son expertise sur le champ. Elle faisait sa valise à la hâte, m'embrassant d'un air distrait tout en envoyant des messages pendant que le VTC l'attendait pour l'aéroport. Mais ce sont les petits détails qui ont commencé à me serrer la poitrine. Sophie avait une odeur différente quand elle rentrait. Pas son parfum habituel à la vanille, mais quelque chose de masculin et de boisé qui s'accrochait à ses vêtements comme une preuve. Son téléphone était devenu un territoire interdit, toujours posé face contre table, protégé par un nouveau code que je ne connaissais pas. La femme qui, autrefois, me lisait le moindre texto anodin protégeait désormais son portable comme un secret d'État.
Une nuit, je me suis réveillé à 2 heures du matin pour trouver notre lit vide. Je l'ai découverte dans la salle de bain, porte fermée, chuchotant au téléphone avec cette intonation qu'elle me réservait autrefois, intime, affectueuse, conspiratrice. C'était qui? Ai-je demandé quand elle s'est glissée de nouveau sous les draps. Le travail, a-t-elle répondu sans hésiter. Une crise sur la présentation Wilson. Désolé si je t'ai réveillé. Mais sa voix portait la culpabilité comme un parfum, évident et entêtant. Le doute a commencé petit, un murmure lancinant pendant mes réunions et mes analyses trimestrielles, mais il a grandi comme une tumeur, dévorant mes pensées pendant nos dîners, pendant les nuits où elle se détournait de moi dans le lit. Pendant les matins où elle filait sous la douche dès son retour de ses voyages d'affaires. Je voulais croire à ses explications. Je voulais croire que son dévouement concernait vraiment notre avenir, la construction de la vie que nous avions planifiée ensemble. Des enfants avant 35 ans, une plus grande maison avant 40, une retraite dans une ville côtière où nous vieillirions ensemble. Mais mon cerveau d'analyste continuait de faire les comptes, et les chiffres ne collaient pas. Le contrat Wilson pouvait rapporter peut-être 50 000 € de commission. Sophie agissait comme s'il en valait des millions. Son entreprise n'exigeait généralement pas autant de déplacements pour des clients locaux. Et depuis quand les présentations marketing se déroulaient-elles à minuit? Au fond de moi, dans cet endroit où les feuilles de calcul ne peuvent cacher la vérité, je savais que quelque chose était catastrophiquement anormal. Quand elle m'a parlé du voyage à Lyon en 5 jours, le dossier Wilson, la percée de sa carrière, j'ai souri et je l'ai félicité, jouant le mari encourageant pendant que mes entrailles se transformaient en glace. Ça pourrait faire de moi la plus jeune directrice marketing senior de l'histoire d'Inotech, a-t-elle dit en préparant cette nouvelle robe noire que je n'avais jamais vue. Mathieu dit que si je réussis cette présentation, la promotion est pratiquement garantie. Mathieu. Elle mentionnait ce nom de plus en plus souvent ces derniers temps. Mathieu par-ci, Mathieu par-là, la brillante stratégie marketing de Mathieu. Mathieu Dubois, vice-président des ventes, le Golden Boy qui avait soi-disant pris Sophie sous son aile. Je l'ai aidé à faire sa valise, la regardant y glisser de la lingerie coûteuse encore étiquetée, un parfum qu'elle n'avait jamais porté avec moi et des tenues conçues pour impressionner quelqu'un qui n'était pas son mari. Tu emportes beaucoup de choses pour un voyage de travail, ai-je commenté d'un air détaché. Elle a ri sans me regarder. Les premières impressions comptent dans les affaires, Alexandre. Tu le sais bien, non? Les affaires, ai-je répondu d'un ton neutre. Cette nuit-là, pendant que Sophie dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de Mathieu Dubois, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé « détective privé près de chez moi » dans Google et j'ai passé l'appel qui allait soit détruire mon mariage, soit confirmer qu'il était déjà mort. Le poids de ma décision m'écrasait comme une chape de plomb alors que j'étais assis dans ma voiture devant le café du coin le lendemain matin, le téléphone tremblant dans ma main. Une partie de moi se sentait comme ces maris paranoïaques que l'on voit dans les films, jaloux, possessifs, pathétiques. Mais l'analyste en moi, cette partie qui examinait les bilans financiers à la recherche d'incohérences, savait que les données ne mentaient pas. Les habitudes de Sophie avaient changé. Son comportement ne correspondait pas à ses explications. Les chiffres, les nuits tardives, les voyages soudains, la distance émotionnelle peignaient un tableau que je ne voulais pas voir mais que je ne pouvais ignorer. L'agence d'investigation Jean Moreau avait 5 étoiles sur Google et un site web qui respirait la discrétion et le professionnalisme. Les témoignages se lisaient comme des récits de guerre depuis les tranchées du mariage moderne, Jean a sauvé ma santé mentale et mes biens. Professionnel, minutieux et valant chaque centime. La vérité m'a libéré. Quand Jean a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix était calme et mesurée, comme celle d'un thérapeute ou d'un très bon comptable. Jean Moreau, je vous écoute. Comment puis-je vous aider? Je pense que ma femme me trompe, ai-je dit, les mots semblant étrangers et amers dans ma bouche. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Aucun jugement. Aucune banalité. Juste du professionnalisme. Je comprends. Pouvez-vous me dire ce qui vous amène à cette suspicion? J'ai récité les faits comme une étude de cas, les heures supplémentaires qui ne correspondaient pas à sa fiche de paie, les voyages d'affaires qui semblaient plus fréquents que nécessaire, la distance émotionnelle, les nouveaux mots de passe, les appels téléphoniques à 2 heures du matin. Jean a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes que je pouvais entendre gratter sur le papier. Depuis combien de temps ces changements ont-ils lieu? A-t-il demandé.
6 mois, peut-être plus, ai-je répondu. Et elle a un voyage de prévu? Lyon. 5 jours. Elle part demain matin. Un timing parfait pour une surveillance. Lyon est une ville chère pour un suivi prolongé, mais c'est là que nous aurons l'image la plus claire de ses activités. S'il y a une tierce personne, un voyage de 5 jours le révélera. Le coût était de 3500 €. J'avais dépensé plus pour notre lune de miel, plus pour la bague de fiançailles de Sophie, plus pour le canapé qu'elle avait choisi pour le salon. Pour le prix de la vérité, cela me semblait être une bonne affaire. J'ai besoin de savoir, lui ai-je dit. Même si ça doit me détruire, j'ai besoin de savoir. La réponse de Jean fut mesurée, professionnelle et, d'une certaine manière, réconfortante. La plupart de mes clients disent ça, monsieur Chevalier. Et vous avez raison. La vérité détruit des choses, mais elle vous libère aussi pour reconstruire quelque chose de mieux. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à organiser la logistique. Je fournirai les détails du vol de Sophie, les informations sur l'hôtel et son itinéraire, toutes les informations qu'elle avait partagées librement, croyant n'avoir rien à cacher. Jean aurait un agent posté à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à son atterrissage, qui la suivrait tout au long du voyage avec une invisibilité professionnelle. Documentation photographique et vidéo complète, a expliqué Jean, horodatée, datée, avec des rapports écrits détaillés. Si elle a une activité extra-conjugale, nous le documenterons de manière approfondie. Si elle se concentre véritablement sur son travail, vous aurez l'esprit tranquille et pourrez travailler à reconstruire la confiance. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, les mains agrippées au volant, respirant lentement comme je l'avais appris dans cette application de méditation que Sophie m'avait convaincu d'essayer. Les dés étaient jetés. Dans 24 heures, soit je serais prouvé paranoïaque et insécure, détruisant mon mariage par des soupçons infondés, soit j'aurais la preuve que la femme que j'aimais depuis 8 ans me trahissait systématiquement. Les 3 jours suivants furent une torture psychologique. J'ai suivi les rituels de la vie normale, réunions de travail, conférences téléphoniques, analyse de portefeuille, réservation de restaurant pour la semaine suivante que je n'honorerais probablement pas. Mais sous cette routine, je portais le secret de ce que j'avais mis en branle comme une bombe dans ma poitrine, dont le compte à rebours avait commencé. Sophie semblait inhabituellement excitée par le voyage à Lyon, plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle parlait constamment du dossier Wilson, de la façon dont le remporter accélérerait sa promotion, de la présentation qu'elle peaufinait depuis des semaines. Mathieu pense que cela pourrait changer la donne pour ma carrière, a-t-elle dit mardi soir au dîner, en roulant des pâtes autour de sa fourchette sans vraiment manger. Il m'a coaché tout au long du processus. J'ai tellement de chance d'avoir quelqu'un comme lui pour me soutenir. Encore Mathieu. Toujours Mathieu. On dirait un bon mentor, ai-je réussi à répondre. Le meilleur. Il comprend vraiment la vision d'avenir d'Inotech. En plus, il a des relations dans tout le secteur. Avoir quelqu'un comme ça qui croit en vous a-t-elle laissé en suspens, souriant à quelque chose dont je ne faisais pas partie. Je l'ai regardé faire sa valise le mercredi soir, chaque article qu'elle pliait ressemblant à un nouveau couteau dans ma poitrine. La robe noire qui épousait ses courbes d'une manière conçue pour attirer l'attention. La lingerie coûteuse, encore étiquetée. Le parfum que je n'avais jamais senti sur sa peau lors de nos moments intimes. Tu emportes beaucoup de choses pour un voyage d'affaires, ai-je commenté, gardant une voix neutre. Elle n'a même pas levé les yeux. La présentation est vendredi, mais il y a des dîners, des événements de réseautage, des réunions matinales. Je veux avoir l'air professionnel, soigné. Tu sais à quel point les premières impressions sont importantes. Absolument professionnel, ai-je répondu. Son téléphone n'a cessé de vibrer toute la soirée. Des textos qui la faisaient sourire. Des appels qu'elle prenait dans l'autre pièce. Des notifications qui détournaient son attention de notre conversation en plein milieu d'une phrase. Chaque vibration sonnait comme une preuve, comme une confirmation de ce que je soupçonnais mais ne voulais pas croire. Le jeudi matin est arrivé, gris et froid, parfaitement assorti à mon humeur. J'ai conduit Sophie à l'aéroport à 6 heures, le lever du soleil projetant une lumière orangée sur son visage alors qu'elle vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle pendant le trajet. Elle semblait nerveuse, excitée, distraite comme quelqu'un se dirigeant vers quelque chose qu'elle anticipait depuis des semaines. Aux déposes minutes du terminal, elle m'a embrassé avec des lèvres qui semblaient plus une obligation qu'une affection. Je t'aime,
a-t-elle dit, s'éloignant déjà, attrapant déjà son téléphone. Moi aussi, je t'aime, ai-je répondu, la regardant disparaître à travers les portes coulissantes avec sa valise à roulettes et ses secrets. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes après son départ, les mains agrippées au volant, regardant les avions décoller dans la brume matinale. Puis j'ai appelé Jean. Elle est dans le terminal. Vol 847 pour Lyon, départ à 7h30. Nous sommes déjà en position, a confirmé Jean. Mon agent a un contact visuel. Je vous enverrai des mises à jour régulières au fur et à mesure. J'ai traversé les embouteillages pour rentrer chez moi, la radio diffusant une analyse sur la volatilité des marchés qui me semblait incroyablement futile. De retour à ma maison, j'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et essayé de me concentrer sur les rapports trimestriels pendant que mon mariage validait ma paranoïa ou confirmait mes pires craintes à des centaines de kilomètres de là. Mon téléphone a vibré à 9h47 avec la première mise à jour de Jean, le sujet a atterri à Lyon, se dirige vers la récupération des bagages. Surveillance active. L'enquête avait commencé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai passé tout ce jeudi à mon bureau, incapable de me concentrer sur les tableurs ou les analyses de marché, mon téléphone posé face visible comme un talisman, attendant des nouvelles qui allaient soit détruire mon monde, soit le restaurer. Les premiers messages de Jean étaient routiniers, presque ennuyeux dans leur banalité. 10h23, le sujet a récupéré ses bagages, se dirige vers la navette de l'hôtel. Aucun contact avec des tiers observé. 11h05, le sujet s'est enregistré au Marriott du centre-ville, chambre 1847. S'est rendu directement à sa chambre avec ses bagages. 13h15, le sujet a quitté l'hôtel, se dirige à pied vers les bureaux d'Inotech Lyon à 3 rue de la. Tenue d'affaires standard, porte des documents de présentation. Pendant quelques heures, je me suis permis d'espérer. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que Sophie était vraiment à Lyon pour des raisons professionnelles légitimes, faisant du réseautage, présentant ses projets et gravissant les échelons de l'entreprise avec rien de plus scandaleux qu'un professionnalisme ambitieux. Puis est arrivé le message qui a tout changé. 16h, le sujet est retourné à l'hôtel avec un compagnon masculin, se dirigeant vers le bar. Envoi de photos imminent. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Le message était là, un texte anodin sur un écran lumineux avec une icône de pièce jointe qui ressemblait à la boîte de Pandore. Je savais qu'une fois ces photos ouvertes, il n'y aurait plus de retour à l'ignorance, plus d'illusions confortables que je pouvais avoir tort. J'ai cliqué sur la pièce jointe. La première image montrait Sophie au bar de l'hôtel, assise plus près que nécessaire d'un homme que je ne reconnaissais pas, grand, probablement la quarantaine, costume cher, la posture assurée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Le langage corporel de Sophie criait l'intimité, penchée vers lui, la main posée sur son avant-bras, affichant ce sourire qu'elle me réservait quand nous sortions ensemble, quand je pouvais la faire rire aux larmes. La deuxième photo était plus rapprochée, plus nette, plus dévastatrice, leurs mains entrelacées sur le comptoir du bar, sa tête inclinée vers son épaule. Leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre dans la géométrie indubitable de personnes ayant largement dépassé le stade de collègues professionnels. Le texto de suivi de Jean a provoqué une douleur physique dans ma poitrine, sujet et compagnon masculin identifié comme Mathieu Dubois, vice-président des ventes chez Inotech Solutions. Le langage corporel suggère une relation établie, pas une première rencontre. Surveillance en cours. Mathieu Dubois. Son mentor, son champion, son supérieur marié avec 2 enfants et une femme qui lui faisait probablement confiance de la même manière que je faisais confiance à Sophie. J'ai fait une recherche rapide sur LinkedIn avec des doigts tremblants. Mathieu Dubois, VP des ventes, Inotech Solutions. Marié depuis 15 ans. Père d'Emma, 9 ans, et de Léo, 6 ans. Sa photo de profil le montrait avec son bras autour d'une femme blonde, probablement sa femme, tous deux souriant lors d'un pique-nique d'entreprise ou de vacances en famille. Une autre épouse trahie qui ne savait pas encore que son monde s'effondrait. Au cours des 2 heures suivantes, les mises à jour de Jean sont arrivées comme des coups au plexus solaire. 18h23, les sujets ont quitté le bar ensemble, se dirigeant vers les ascenseurs. Suivi à distance. 18h31, les sujets sont entrés ensemble dans la chambre 1847. La chambre enregistrée au nom du sujet. Tentative de surveillance rapprochée. 18h45, visuel obtenu à travers des rideaux partiellement ouverts. Documentation de l'activité. Je faisais les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage,
incapable de m'asseoir, incapable de penser à autre chose qu'à ce qui se passait dans cette chambre d'hôtel à des centaines de kilomètres de là. Ma femme, la femme qui m'avait promis l'éternité, qui portait ma bague, qui avait dormi dans mon lit 24 heures plus tôt était dans une chambre avec un autre homme. À 20h15, mon téléphone a vibré avec une photo qui a glacé mon sang. À travers la fenêtre de la chambre d'hôtel, les rideaux négligemment laissés entr'ouverts, Sophie et Mathieu étaient clairement visibles, s'embrassant, ses mains dans les cheveux de Sophie, sa robe partiellement dézippée, sa chemise déboutonnée. L'image était d'une clarté professionnelle mais dévastatrice, une preuve indéniable qui tiendrait devant n'importe quel tribunal, détruirait n'importe quel alibi, mettrait fin à n'importe quel mariage. D'autres photos ont suivi au cours des 20 minutes suivantes, chacune étant un nouveau tour de couteau dans la plaie. La robe de Sophie par terre. Les vêtements de Mathieu éparpillés sur une chaise. Eux deux dans le lit, elle riant de quelque chose qu'il avait dit, sa main sur son torse nu. L'intimité décontractée de personnes qui avaient déjà fait ça, qui étaient à l'aise avec le corps de l'autre, qui avaient des habitudes, des blagues et des secrets partagés. Le dernier message de Jean à 20h47 était un résumé professionnel qui sonnait comme le rapport d'autopsie de mon mariage, obtenu 5 minutes de vidéo montrant une activité claire. Identité confirmée, Mathieu Dubois, marié, 2 enfants, 6 et 9 ans. D'après leur aisance et leur langage corporel, il semble s'agir d'une liaison en cours, pas d'une première rencontre. Estimation prudente, la relation est active depuis au moins 3 à 4 mois. Le rapport détaillé complet inclura les horodatages, les fichiers vidéo et le témoignage. Recommande de consulter un avocat immédiatement. Je me suis assis sur mon canapé dans la maison obscure qui était la mienne, le téléphone sur mes genoux, sentant quelque chose se briser en moi pour se reformer en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus dangereux. La douleur était là, une blessure béante et à vif dans ma poitrine qui ressemblait à un dommage physique réel. Mais sous la douleur, autre chose a émergé, la clarté. Une clarté froide, analytique, impitoyable. Sophie avait fait son choix. Elle avait choisi Mathieu Dubois. Choisi de trahir 6 ans de mariage. Choisi de détruire la vie que nous avions construite ensemble tout en prétendant que c'était pour nous, pour sa carrière, pour notre avenir. Maintenant, j'allais faire mes choix. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce, en particulier ceux réputés pour leur agressivité dans les cas d'infidélité. J'ai trouvé Claire Valentin, une avocate dont les témoignages sur son site web se lisaient comme des dépêches de bataille de divorce où tous les coups sont permis. Sa biographie était intimidante, je ne me contente pas de gagner des procès, j'assure que justice soit faite. L'adultère a des conséquences, et je m'assure que ces conséquences soient permanentes. À 22h32, j'ai envoyé un email au cabinet de Claire, joignant le rapport préliminaire de Jean avec ses photos dévastatrices et sa documentation clinique. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le lit que j'avais partagé avec Sophie me semblait soudain contaminé, un lieu de mensonge et de tromperie que je ne pouvais plus occuper. Les draps sentaient encore son parfum, celui à la vanille qu'elle portait à la maison, pas l'odeur mystérieuse qu'elle ramenait de ses voyages d'affaires. Le vendredi matin, Claire Valentin avait répondu avec l'efficacité d'une femme qui avait vu toutes les trahisons imaginables, j'ai examiné vos preuves. C'est un cas d'infidélité exceptionnellement solide avec une documentation photographique. Je peux vous voir lundi à 9h. Apportez tout, dossier financier, titre de propriété, certificat de mariage, fichier de preuve. Nous allons la détruire. Sophie m'a appelé le vendredi matin depuis Lyon, sa voix vive et joyeuse, me demandant mes plans pour le week-end comme si elle appelait d'un séjour au spa au lieu de la scène de mon apocalypse personnel. Comment se passe la préparation de la présentation ? Ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. Incroyable. Mathieu a été d'une aide précieuse. Nous avons travaillé tard dans la nuit pour parfaire la stratégie. Je pense que nous avons vraiment quelque chose de spécial, a-t-elle répondu avec enthousiasme. Je pouvais entendre la voix de Mathieu en arrière-plan, étouffée mais distincte, probablement en train de commander le service d'étage ou de lui demander ses plans pour la journée. Elle était allongée dans le lit avec lui en me parlant, discutant de leur travail, alors que son odeur était probablement encore sur sa peau. C'est merveilleux, chérie. Tu me manques, ai-je répondu. Toi aussi, tu me manques. J'ai hâte de rentrer à la maison et de tout te raconter, a-t-elle répondu joyeusement. Moi aussi, j'ai hâte. Je t'aime, Sophie. Je t'aime aussi, Alexandre, a-t-elle répondu.
Et pour moi, c'était un adieu. Car la femme que j'avais aimée pendant 8 ans était déjà partie, remplacée par quelqu'un qui pouvait mentir avec une cruauté si désinvolte tout en planifiant son avancement de carrière dans le lit d'un autre homme. Le lundi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Lundi matin, j'étais assis en face de Claire Valentin dans son bureau du centre-ville, au 30e étage, des baies vitrées donnant sur la ville, un panorama d'acier et de verre qui reflétait l'efficacité froide dont j'aurais besoin pour la suite. Claire avait la cinquantaine, habillée avec une élégance qui communiquait compétence et intransigeance, avec des yeux calculateurs qui avaient vu toutes les trahisons imaginables et appris à les transformer en armes au tribunal. Elle a examiné le rapport complet de Jean méthodiquement, 47 photographies, 12 minutes de vidéo, des horodatages détaillés, des déclarations de témoins, l'identité complète et le statut matrimonial de Mathieu Dubois. Son expression n'a jamais changé pendant qu'elle examinait chaque pièce, mais j'ai décelé une forme d'approbation dans sa manière de manipuler les documents avec soin, professionnalisme, comme des munitions chargées dans des armes de précision. C'est l'un des cas d'infidélité les plus nets que j'ai vus en 15 ans, a déclaré Claire en posant la dernière page. Vous avez des preuves photographiques, une documentation vidéo, des rapports de surveillance professionnelle, et l'adultère a eu lieu pendant un voyage d'affaires financé par l'entreprise avec un supérieur direct. Ce dernier détail est crucial. Ce n'est pas seulement un adultère, c'est une violation de l'éthique professionnelle avec des ramifications juridiques potentielles. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ai-je demandé. Cela signifie que vous gardez tout. La maison, qui est uniquement à votre nom et constitue un bien propre, reste à vous. Vos économies, vos investissements, vos comptes de retraite, tout est protégé. En cas de divorce pour faute, elle n'obtiendra rien, si ce n'est une prestation compensatoire minimale, voire nulle, que le juge pourrait accorder pour éviter tout recours. On parle de presque rien. Et sa carrière? Claire s'est penchée en arrière, joignant ses doigts comme un maître d'échecs contemplant un échec mat. C'est là que ça devient intéressant. Innotech France a un code de conduite strict concernant les relations entre employés, surtout quand l'une des parties est en position de supervision. Mathieu Dubois est vice-président. Votre femme est directrice sous sa division. C'est une violation manifeste avec un risque potentiel de responsabilité pour harcèlement sexuel pour l'entreprise. Donc, si quelqu'un signalait ça, ai-je suggéré. Si quelqu'un, disons, une partie concernée avec des preuves documentées transmettait ces informations à leur service des ressources humaines, les deux parties seraient probablement licenciées sur le champ. Les entreprises ne jouent pas avec ce genre de choses face à des risques de poursuites et de violations éthiques. J'ai senti une satisfaction glaciale s'installer dans ma poitrine. À quelle vitesse pouvez-vous déposer la demande de divorce? Je peux la déposer aujourd'hui. La signification peut avoir lieu dès mercredi, le jour de son retour de Lyon. Parfait. Je veux qu'elle soit signifiée à la maison, sur le pas de notre porte. Le sourire de Claire était fin et prédateur. Une justice poétique. J'aime votre style. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger la requête de divorce avec la précision de chirurgien, documentant chaque actif, chaque compte, chaque bien. Mon expérience d'analyste financier a rendu le processus efficace, j'avais préparé des tableurs, organisé les documents, tout était classé et prêt pour la consommation juridique. Avant de quitter le bureau de Claire, j'ai pris une dernière décision qui a eu l'effet d'allumer une mèche. Envoyer des copies du rapport de l'enquêteur au service RH d'Innotech. Une dénonciation anonyme sur des violations de l'éthique au travail. Considérez que c'est fait. Ils le recevront cet après-midi, a-t-elle confirmé. Mon arrêt suivant fut chez le serrurier Léo Martin. Léo était mon ami depuis l'université, le gars qui m'avait aidé à déménager les meubles dans la maison, qui avait été mon témoin de mariage, qui avait toujours dit que Sophie avait de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme moi. J'ai besoin que tu changes toutes mes serrures, lui ai-je dit sans préambule. Mardi soir, pendant que Sophie est encore en déplacement. L'expression de Léo s'est assombrie de compréhension. Elle t'a trompé, n'est-ce pas? J'ai simplement hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. N'en dis pas plus, mon frère. J'installerai de nouvelles serrures d'ici mercredi matin. Elle ne pourra pas rentrer avec ses anciennes clés, ça c'est sûr. Merci, Léo. Tu vas t'en sortir, Alexandre. Tu es l'un des bons. Elle va regretter ça pour le reste de sa vie. Mardi s'est écoulé dans un flou de normalité délibérée. J'ai assisté à des réunions,
examiner des rapports trimestriels et analyser les tendances du marché, maintenant un calme professionnel parfait tout en orchestrant la destruction systématique de la vie de ma femme. Mes collègues n'ont rien remarqué d'inhabituel. J'avais toujours été doué pour compartimenter, pour empêcher le chaos personnel d'affecter mes performances professionnelles. Ce soir-là, Léo est arrivé avec de nouvelles serrures, de nouvelles clés, de nouveaux verrous, une nouvelle sécurité pour une nouvelle vie. En 2 heures, chaque entrée de ma maison, car c'était ma maison, légalement et moralement, était sécurisée contre le retour de Sophie. J'ai méthodiquement emballé ses affaires, les vêtements qui avaient touché les mains de Mathieu Dubois, les produits de toilette qu'il avait préparés pour le lit d'un autre homme, la lingerie coûteuse qu'elle avait achetée pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Tout tenait dans 2 grands sacs poubelles. Je les ai posés près de la porte d'entrée, comme des ordures attendant d'être ramassées. Mercredi est arrivé avec une clarté cristalline. Le vol de Sophie devait atterrir à 18h15. Elle m'avait envoyé un texto ce matin-là, hâte de te voir. J'ai tellement de choses à te raconter sur le voyage. J'ai lu son message et n'ai ressenti que du mépris pour cette comédie, pour la cruauté désinvolte de quelqu'un qui croyait s'en être sorti en détruisant son mariage. À 19h30, j'ai reçu la confirmation de Claire, l'huissier est en position à votre adresse. Dès qu'elle arrive, elle sera signifiée. Je me suis assis dans mon salon, lumières éteintes, rideaux fermés, en attendant. Mon téléphone était en silencieux. Mon cœur était calme. Tout était en mouvement maintenant, précis et irréversible comme une réaction chimique. À 19h52, j'ai entendu une voiture se garer dehors, des pas sur l'allée, le son familier de la clé de Sophie glissant dans la serrure, le cliquetis confus quand la clé n'a pas fonctionné, le bruit frustré de la poignée de porte. Puis des voix, le ton confus de Sophie, l'annonce professionnelle de l'huissier. Sophie Chevalier ? Je viens vous signifier une assignation en divorce. Veuillez prendre ces documents. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Sophie se tenait sur mon seuil, les papiers du divorce tremblant dans ses mains, son visage blanc de choc, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son, comme un poisson hors de l'eau. Tes affaires sont là, ai-je dit calmement, poussant les sacs poubelles vers elle avec mon pied. Je sais pour Mathieu Dubois. Je sais pour Lyon. J'ai des photos, des vidéos, tout. Le regard sur son visage, une terreur pure mêlée d'incrédulité a failli me faire ressentir quelque chose. Presque. Mais je me suis souvenu des photos d'elle riant dans les bras de Mathieu, sa main sur son torse nu, l'intimité désinvolte qu'ils avaient partagée pendant que j'étais assis seul dans notre maison, m'inquiétant pour notre mariage. Tu vas recevoir un appel des RH demain, lui ai-je dit. Je leur ai tout envoyé. C'est là qu'elle a commencé à hurler. Sophie s'est effondrée à genoux sur le perron, comme si ses ficelles avaient été coupées, les papiers du divorce éparpillés autour d'elle comme des confettis à un enterrement. Sa voix s'est brisée en sanglots incohérents qui ressemblaient plus à des bruits d'animaux qu'à un chagrin humain. Alexandre, s'il te plaît. Je peux expliquer. C'était une erreur. Je vais quitter mon travail. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, ne fais pas ça. A-t-elle plaidé entre 2 sanglots. Tu ne feras rien, ai-je dit, ma voix aussi plate et sans émotion qu'une pierre en hiver. Tu as fait tes choix à Lyon plusieurs fois, apparemment, vu votre aisance ensemble. Maintenant, tu vis avec. Ça ne voulait rien dire. Mathieu et moi c'est juste arrivé. Le stress du dossier. Mathieu Dubois, vice-président des ventes. Marié depuis 15 ans, 2 enfants, Emma et Léo, 9 et 6 ans. Tu ne m'as pas seulement trompé, Sophie. Tu l'as aidé à tromper sa famille, ai-je répondu froidement. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, la regardant s'effondrer. Depuis combien de temps ça dure ? 4 mois ? 6 ? Le silence de Sophie fut une réponse suffisante, un aveu dans l'espace entre ses sanglots. Le détective privé pense au moins 3 mois, vu votre complicité. Tous ces voyages d'affaires à Bordeaux, Lille, Nice ce n'était pas pour le travail, n'est-ce pas ? C'était pour Mathieu Dubois et des chambres d'hôtel à travers le pays. Alexandre, je t'aime, a-t-elle gémi. Non. Le mot est sorti comme une gifle. Tu aimes ce que je t'apportais. La stabilité. Une maison que tu n'as pas payée. La sécurité d'un plan B pendant que tu te frayais un chemin vers le sommet de l'échelle de l'entreprise.
Mais voici ce sur quoi tu n'as pas compté, je suis un analyste financier. Je prévois les imprévus. Je documente tout. Et je ne perds pas. Le téléphone de Sophie a vibré dans son sac comme un réveil. Elle l'a ignoré. Il a vibré à nouveau, insistant. Tu devrais répondre, ai-je dit d'un ton conversationnel. Je pense que c'est important. Avec des mains tremblantes, Sophie a sorti son téléphone. L'identifiant de l'appelant affichait « Département RH Inotech ». Son visage s'est vidé de toute couleur restante, la laissant d'une pâleur cadavérique sous la lumière du Porsche. Ils savent, ai-je dit simplement. Je leur ai envoyé les preuves ce matin. Photos, vidéos, le rapport complet de Jean. Tu as violé le règlement de l'entreprise, relation avec un supérieur, conduite inappropriée pendant un voyage d'affaires, risque de harcèlement sexuel. Il t'appelle pour te licencier. Et Mathieu aussi. Non, non, s'il te plaît. Ça va détruire ma carrière. A-t-elle suffoqué? Ta carrière était basée sur le fait de coucher avec ton patron. Elle était déjà détruite. Je n'ai fait que le documenter. Sophie a laissé l'appel partir sur la messagerie. Immédiatement, un texto est apparu sur son écran. Sophie, c'est Anne Leclerc des RH. Vous devez venir au bureau immédiatement demain matin, 8 heures précises, salle de conférence B. Ne vous présentez pas à votre bureau habituel. Ne parlez pas aux autres employés. C'est urgent. Je l'ai regardé le lire, j'ai regardé le dernier pilier de sa vie soigneusement construite s'effondrer en poussière. Mon avocate a déposé la demande de divorce lundi, ai-je continué avec la précision méthodique d'un chirurgien. Tu tiens les papiers. Les preuves sont accablantes. Tu n'obtiendras rien dans le règlement. La maison est à moi. Les économies, la retraite, les investissements, tout est protégé. C'est Maître Claire Valentin qui me représente, et elle ne perd pas ce genre d'affaires. Où suis-je censé aller? Qu'est-ce que je suis censé faire? A-t-elle demandé désespérément. Ce n'est plus mon problème. Sophie a tenté une dernière approche désespérée, tendant la main vers la mienne avec des doigts qui tremblaient comme des feuilles d'automne. On peut aller voir un conseiller. On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime. J'ai reculé, dégoûté par son contact, révulsé par les mains qui avaient été partout sur Mathieu Dubois 48 heures plus tôt. Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit quand tu as laissé Mathieu Dubois te toucher dans cette chambre d'hôtel. J'ai ramassé ses sacs poubelles et les ai jetés en bas des marches. Des vêtements se sont répandus sur l'allée, la robe noire qu'elle avait portée pour le séduire, la lingerie qu'elle avait achetée pour son plaisir, les tenues professionnelles d'une carrière qui allait se terminer dans l'humiliation. Si tu contestes le divorce, je rendrai les preuves publiques, ai-je dit, chaque mot délibéré et final. Chaque photo, chaque vidéo. Ta famille, ma famille, tous ceux que nous connaissons, ils verront exactement quel genre de personne tu es. Tes parents, ta sœur, tes amis d'université, ils sauront tous que leur petite protégée n'est rien d'autre qu'une menteuse qui a détruit son mariage pour une promotion. Les sanglots de Sophie s'étaient tus, remplacés par le regard vide de quelqu'un dont le monde entier venait d'imploser en l'espace de 10 minutes. Où tu peux signer les papiers tranquillement, prendre ta compensation minimale et disparaître, ai-je continué. C'est ton choix. Mais dans tous les cas, c'est fini entre nous. Ce mariage est terminé. Tu l'as tué à Lyon. Je suis rentré à l'intérieur de ma maison, mon sanctuaire, mon investissement, mon avenir, et j'ai fermé la porte. Le nouveau verrou s'est enclenché avec un clic final et décisif, qui sonnait comme la fermeture d'un cercueil. À l'intérieur, je me suis appuyé contre la porte, les yeux fermés, respirant lentement et profondément. Je pouvais entendre Sophie pleurer sur mon seuil, l'entendre passer des appels, probablement à Mathieu, le suppliant de régler ça d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y avait rien à régler. Je m'en étais assuré. Mon téléphone a vibré avec un texto de Claire. La femme de Mathieu Dubois mérite de savoir aussi, ne pensez-vous pas? J'ai répondu, envoyez-lui tout. Elle a le droit à la vérité. Parce que le lendemain matin, Mathieu Dubois se réveillerait pour découvrir que sa femme avait reçu un email anonyme contenant chaque photo, chaque vidéo, chaque détail accablant de sa liaison avec sa subordonnée. Son mariage de 15 ans prendrait fin. Sa relation avec ses enfants serait endommagée pour toujours. Sa réputation dans le secteur serait détruite. Symétrie parfaite.
Justice parfaite. J'ai entendu la voiture de Sophie démarrer 20 minutes plus tard, l'ai entendue s'éloigner dans la nuit qu'elle s'était créée. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien d'autre que la satisfaction froide d'un plan parfaitement exécuté. 8 mois après cette nuit de mercredi, je suis assis dans ma maison entièrement redécorée. Meubles remplacés, murs repeints, chaque trace de Sophie systématiquement effacée. J'examine le jugement de divorce final arrivé dans le courrier d'hier officiel, légal, irréversible. Le juge m'a accordé la maison, mes économies, mes comptes de retraite, tout ce pour quoi j'avais travaillé et que j'avais protégé. Sophie a reçu une prestation de 500 €, le strict minimum légal. Elle a signé sans contester, son avocat lui conseillant que se battre avec de telles preuves contre elle n'aboutirait qu'à une humiliation supplémentaire et à des frais de justice qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai entendu parler de la vie de Sophie après cette nuit, par des connaissances communes, et les nouvelles me remplissent d'une sombre satisfaction. Licenciée d'Inotech le matin même. Escortée hors du bâtiment par la sécurité avec une boîte en carton contenant ses affaires de bureau. Pas d'indemnité, pas de lettre de recommandation, pas d'avenir dans le marketing, pas avec un licenciement pour faute grave dans son dossier. Elle a emménagé temporairement chez sa sœur, dormant sur un canapé lit et empruntant de l'argent pour ses dépenses de base. Elle a finalement trouvé un studio dans un quartier populaire, le genre d'endroit avec des murs fins, une climatisation en panne et des voisins qui mettent la musique trop forte à toute heure. L'ambitieuse directrice marketing qui visait un poste de direction travaille maintenant à temps partiel dans un centre d'appel, répondant aux réclamations pour 15 € de l'heure. Elle a essayé de me contacter une fois, 3 mois après la finalisation du divorce. Un long email désespéré sur les regrets, les erreurs, sur le fait qu'elle jetterait tout pour me récupérer, que Mathieu n'avait rien signifié, qu'elle avait été confuse, stupide et désolée. J'ai lu le premier paragraphe, supprimé le reste et bloqué son adresse email de façon permanente. Mathieu Dubois s'en est sorti encore plus mal, ce qui m'apporte une immense satisfaction les soirs froids où je me souviens de leur rire dans cette chambre d'hôtel. Licencié le même jour que Sophie. Sa femme, Élodie, a reçu mon email anonyme avec chaque photo, chaque vidéo, chaque horodatage documentant la trahison de son mari. Elle a demandé le divorce immédiatement, armée de preuves si accablantes que les avocats de Mathieu n'ont pu monter aucune défense. Élodie a obtenu la garde exclusive d'Emma et Léo, la maison, les comptes d'épargne, sa retraite, tout. Mathieu a emménagé dans un 2 pièces de l'autre côté de la ville et bénéficie d'un droit de visite supervisé avec ses enfants un week-end sur 2. Une supervision ordonnée par le tribunal, parce que ses propres enfants ne lui font plus confiance. La rumeur s'est répandue dans leur secteur sur le vice-président marié qui s'est fait surprendre à coucher avec sa subordonnée lors de voyages d'affaires. La réputation de Mathieu est devenue toxique. Il n'a pu trouver aucun autre poste de direction nulle part. Trop de risques, trop de scandales. Aux dernières nouvelles, via LinkedIn, Mathieu travaillait dans la vente de voitures d'occasion à Toulouse-Fauché, seul et oublié par le secteur qui avait autrefois apprécié son expertise. Une justice parfaite pour un homme qui a détruit sa famille pour quelques mois d'intimité dans une chambre d'hôtel avec ma femme. Quant à moi, j'ai prospéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai gardé la maison mais elle est faite entièrement mienne. De nouveaux meubles qui reflètent mes goûts, pas des compromis. De nouvelles œuvres d'art que j'ai choisies sans consultation. J'ai été promu analyste financier senior chez Financière de Lyon au bureau d'angle, augmentation substantielle, reconnaissance pour la concentration et le dévouement que j'avais investi dans mon travail pendant la procédure de divorce. Je fréquente quelqu'un de nouveau, Camille, une enseignante que j'ai rencontrée grâce à Léo et sa femme lors d'un barbecue d'été. Elle est gentille, authentique et sans complications d'ambition professionnelle ou d'agenda caché. Nous sommes ensemble depuis 4 mois maintenant, prenant notre temps, construisant quelque chose de réel sur des bases honnêtes. Ce samedi matin, je suis assis dans mon salon silencieux avec un café et le journal, la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres qui donnent sur un quartier où je me sens à ma place. Ma vie est paisible, organisée et entièrement sous mon contrôle. Je lève ma tasse de café dans un toast solitaire à la pièce vide. À de nouveaux commencements, dis-je à voix haute. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, Alexandre Chevalier se sent complètement en paix avec le monde. Car je n'ai pas seulement survécu à la trahison de Sophie. Je n'ai pas seulement récupéré de sa tromperie. J'ai gagné. J'ai détruit la femme qui a essayé de me détruire, et j'ai reconstruit ma vie plus forte qu'elle ne l'était auparavant.
La vengeance parfaite n'est pas la violence. C'est de vivre bien pendant que vos ennemis subissent les conséquences de leurs propres choix, sachant qu'ils se sont détruits eux-mêmes et que vous n'avez fait que documenter le processus.